Nous sommes bien sûr très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette rencontre. Bonsoir à toutes et tous. Donc, il y a comme ça des livres qui symbolisent un lieu et une période. C'est le cas par exemple du Silence de la mer pour l'occupation allemande en France. Et c'est évidemment le cas de Seul dans Berlin de Hans Fallada, dont le Théâtre des Amandiers a eu l'excellente idée de présenter une adaptation par le Théâtre Thalia de Hambourg, mise en scène par Luc Perceval. C'est une idée d'autant plus excellente que la résistance allemande au nazisme est pour le moins méconnue en France, et d'ailleurs, je dirais aussi, d'une certaine manière, en Allemagne. Au mieux, quand vous évoquez ce thème, on vous dit le groupe de la Rose Blanche, de Hans et Sophie Scholl, ou bien l'attentat du 20 juillet 1944 du colonel Klaus Schenk von Stauffenberg. Et pourtant, je ne donnerai que 2 chiffres. Des centaines de milliers d'Allemands, 700 000, 800 000, ont été internés dans les camps de concentration, avant que ceux-ci n'accueillent des juifs, des résistants de l'ensemble de l'Europe occupée. Et les chiffres varient là aussi, mais enfin, je retiens un de ceux qui est considéré comme sérieux. 53 000 Allemands ont été exécutés entre 1933 et 1945. C'est presque le même chiffre que le nombre de fusillés ou d'exécutés en France pendant la guerre. Ce niveau de la répression nazie indique quelque part la force, relative bien sûr, et la diversité de la résistance au nazisme en Allemagne. Si la résistance communiste a été de toute évidence la plus active, il y a eu une résistance social-démocrate, catholique, protestante, juive, militaire. Bref, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est à la fois de rétablir les faits dans leurs contradictions et d'autre part d'essayer de comprendre pourquoi ces faits sont si peu connus. C'est ce que je propose à nos 2 invités de faire. Michel Chaumont les a présentés, donc à ma gauche, pour vous, à ma droite, Lionel Richard, comme Michel Chaumont l'a dit, historien, professeur émérite à l'université de Picardie-Jules Verne, et Stéphane Martens, directeur adjoint de l'Institut historique allemand, historien évidemment. Donc je leur propose d'abord de présenter un peu leur vision de la résistance allemande au nazisme en une dizaine de minutes, après quoi je leur demanderai quelques précisions sur un certain nombre de phénomènes importants que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, de manière plus brève, et puis bien sûr vous aurez la parole pour des questions auxquelles ils répondront. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Stéphane. Merci. Un résumé de l'histoire de la résistance en 10 minutes, je crois, c'est trop demandé. Mais il faut peut-être tout simplement, d'abord, tout simplement dire, le problème de la résistance en Allemagne se présente d'une manière différente par rapport à ce qui se passe ici en France. Parce que si vous entrez en résistance en Allemagne, vous êtes obligé de vous tourner contre votre propre gouvernement, contre votre propre pays. Et ça, c'est une situation qui, pendant toutes ces 12 ans, a posé pas mal de problèmes. Par exemple, surtout pour les officiers, parce que vous étiez obligés, à partir du moment où la Wehrmacht fut créée en 1934, de pratiquement, j'ai à nouveau oublié le serment. Le serment, vous étiez obligé de prêter serment, pas sur l'Allemagne, comme c'est le cas aujourd'hui, ou sur à Hitler. Mais à Hitler. Ça veut dire à ce moment-là, vous avez vraiment, à ce moment-là aussi, un problème de conscience. Et ça, c'est surtout un débat qui a pratiquement bloqué pendant toute une période, entre
les années 41, 42, 43, pas mal d'officiers. Vous voulez dire résister, c'est trahir, quoi. Résister, c'est trahir, et en plus, c'est poursuivi comme un acte de trahison. Dans ce cas-là, vous êtes pratiquement menacé de mort dans la plupart des cas. Et non seulement les prisons étaient bien remplies en Allemagne, mais c'était aussi la justice qui a travaillé avec un certain acharnement lorsqu'on a poursuivi tous ces gens. Ça, c'est pratiquement une chose qu'il faut toujours garder en tête lorsqu'on discute de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui étaient engagés dans la résistance en Allemagne. En 1933, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, vous avez la première situation. Le gouvernement est plus ou moins mis en place par les autorités, ça veut dire le président de la République de Weimar, von Hindenburg, a nommé Hitler chancelier. Dans ce cas, il est pratiquement dans une situation de droit. Mais ce qu'il fait tout de suite, il crée pratiquement grâce à un certain nombre de nominations d'hommes comme Göring, Himmler et un certain nombre d'autres gens, ils mettent la main sur la police, ils créent avec la Gestapo tout un service qui leur permet pratiquement de poursuivre dès leur arrivée au pouvoir les gens qui étaient plus ou moins connus du parti en tant qu'opposants dans la période de la République de Weimar. Ça veut dire aussi bien les sociodémocrates et surtout les communistes sont pratiquement poursuivis dès le début. Et tous ces gens-là, jusqu'à, disons, en gros, milieu des années 30, sont plus ou moins éliminés de la scène politique. Côté de la droite, ou plutôt les élites conservatrices, c'est un peu différent, parce qu'à ce moment-là, on est plutôt favorable à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et sauf un certain nombre d'exceptions, la plupart de ces élites soutiennent les premières mesures du gouvernement, surtout dans la perspective de détruire le traité de Versailles, de libérer l'Allemagne d'un certain nombre de restrictions. Ça veut dire là, il y a une certaine acceptation. Ça ne commence à changer avec 1937-38, à partir du moment où ça devient clair qu'il a un programme qui est beaucoup plus... qui vise pratiquement la guerre. Et à partir de ce moment-là, dans ces élites de la droite, commence aussi une certaine réaction à se manifester, surtout du côté des officiers. Mais on est en difficulté parce qu'à ce moment-là, Hitler a toujours un peu, il est un pas en avance, ça veut dire, pour la réussite de l'Anschluss d'Autriche, ensuite la conférence de Munich. À chaque fois, lorsqu'on a l'idée qu'on peut agir, il y a une solution qui met plus ou moins l'opposition dans une situation ambiguë parce qu'à ce moment-là, ils n'ont plus les arguments en leur faveur. C'est la même chose avec le début de la guerre, surtout en 1940, lorsqu'Hitler a fait le triomphe ici en France, et pratiquement au plus haut niveau de sa gloire. À ce moment-là, toutes ces gens qui ont plus ou moins compris que ce gouvernement est en train de commettre, non seulement de commettre des crimes, mais aussi de se lancer dans une initiative qui est destructrice pour les Juifs. À ce moment-là, on n'a pas tellement d'arguments et pas tellement de moyens pour pratiquement agir contre le gouvernement. C'est qu'à partir de 1942 et 1943, ça veut dire avec les échecs sur le front de l'Est, qu'à nouveau, on est pratiquement à ce moment-là dans une possibilité de se regrouper, de retrouver aussi, en créant pratiquement des réseaux, de retrouver un soutien parmi non seulement la droite, mais aussi la gauche, un certain nombre d'hommes politiques qui ont à ce moment-là un certain mot à dire, comme Karl Friedrich Goerdeler, Leber, qui est un ancien sociodémocrate, mais aussi un ex-chef d'état-major de l'armée, Ludwig Beck. Tous ces gens-là créent pratiquement un réseau qui prépare une action contre Hitler. La difficulté, Hitler n'est plus pratiquement approchable, parce qu'à partir du moment où il est devenu chef des opérations militaires, il se retire dans son grand quartier général, et vous avez du mal à avoir accès à lui. Même les officiers n'ont pas tellement de possibilités de le contacter. Un seul attentat qui est très connu, ou une tentative d'attentat, lorsqu'Hitler a visité une unité sur le front, un des officiers a mis un paquet avec une bombe dans son avion. Malheureusement, ça n'a pas explosé. Mais sinon, c'était très très difficile d'avoir pratiquement la possibilité de agir contre lui. Deuxième difficulté pour les résistants,
on s'est dit, vaut mieux non seulement supprimer Hitler, mais aussi toutes les têtes du gouvernement. Ça veut dire, si c'est possible, aussi bien Himmler, Göring et peut-être même Goebbels. Ça veut dire qu'il faut une réunion, il faut une situation très spécifique pour que ça puisse arriver. Et un des rares personnes qui avait accès au grand quartier général, c'était l'Oberst von Stauffenberg, qui en 1944 a organisé cet attentat, qui a échoué, non seulement parce qu'Hitler a survécu à l'attentat, mais parce que la difficulté de cette opération était telle que von Stauffenberg était obligé d'abord de commettre lui-même l'attentat en Prusse orientale, revenir à Berlin et ensuite lancer l'opération. Et le temps qu'il a perdu pendant ce trajet en avion et l'oubli de la résistance de éliminer pratiquement le centre de communication entre le Berlin et le grand quartier général a pratiquement permis à Hitler et au SS à ce moment-là d'organiser pratiquement une contre-attaque qui a pratiquement jusqu'à le soir même plus ou moins fait échouer toute cette opération. Les seuls endroits où pratiquement l'arrestation des chefs des SS ont fonctionné, c'est Paris et Vienne. Mais dans tous les autres endroits en Allemagne, c'est plus ou moins dès le début que les opérations de la résistance ont été contrecarrées par Himmler et un certain nombre d'officiers qui ont plutôt gardé confiance envers Hitler. Deuxième difficulté que nous avons pour aborder la question pourquoi, pendant un certain temps, nous avons eu du mal à accepter pratiquement qu'il existait une résistance aussi dans d'autres domaines. Toutes ces histoires des grandes opérations, des grands projets ont tellement pratiquement dominé la recherche pendant un certain temps qu'on a oublié qu'il y avait en dessous aussi pas mal d'activités des individus, des actes isolés, comme par exemple l'attentat de Elsa en 1939 à Munich, dans le Bürgerbräu-Keller, ça veut dire un endroit où Hitler a toujours fêté son échec de 1923. Il y a d'autres activités du côté des communistes, du côté des sociodémocrates, qui ont été plus ou moins oubliées, entre guillemets, en ex-RFA, parce que nous avons aussi dans les années 60, 50 et 60, pratiquement une rivalité entre les deux Allemagnes. Et la RFA a plutôt mis l'accent sur la résistance des groupes conservateurs, des officiers, etc. Et la RDA a toujours dit qu'elle est pratiquement l'héritier de la tradition communiste et des activités des communistes et en partie aussi des sociodémocrates. C'est pour cela que jusqu'à 1989, il n'y avait pas une histoire unique de la résistance en Allemagne. Et c'est après 89-90 que non seulement les musées chez nous, mais aussi un certain nombre de chercheurs et de collègues ont eu du mal à accepter qu'il faut peut-être revoir un certain nombre de clichés, un certain nombre d'images en ce qui concerne la mémoire de la résistance en Allemagne. Merci beaucoup, un résumé synthétique dans les temps. Malgré tous les obstacles dont Stéphane vient de parler, les rapports de la Gestapo qui sont disponibles font état de centaines de milliers de tracts distribués, de journaux, de groupes communistes, mais pas seulement communistes, catholiques, etc. On a quand même une espèce de contradiction entre ces conditions très difficiles pour le développement de la résistance et le fait qu'il y a tout au long de ces années, notamment dans les années 30, une véritable résistance à la base. Lionel. Oui, alors c'est très compliqué, parce qu'en fait, en France, on a une image assez unie de l'idée de résistance. Puisque en 1943, vous avez le Conseil national de la résistance qui chapeaute tous les réseaux de résistance. En Allemagne, on ne peut absolument pas parler de résistance. Comme l'a bien dit Stéphane, il y a des résistants. En fait, il faut prendre l'histoire du nazisme en 1933 pour comprendre à peu près ce qui s'est passé. Hitler
Stéphane l'a très bien dit, et je le félicite parce que souvent on dit Hitler a pris le pouvoir. Non, il n'a pas pris le pouvoir. Hitler, on lui a transmis le pouvoir. Et effectivement, on lui a transmis le pouvoir sur les structures de la République de Weimar, puisque le maréchal Hindenburg était président de la République de Weimar. Et il a fallu la mort du président Hindenburg en 1934 pour qu'on passe au Troisième Reich. Et c'est au moment où Hindenburg est mort, en août 1934, qu'il y a ce fameux serment qui est prêté par les officiers à Hitler. Blomberg, qui est le ministre de l'armée à l'époque, fait un discours où il dit et par Hindenburg, nous avons la grande tradition de l'armée allemande qui va se continuer, et c'est lui qui a passé les pouvoirs, il le dit nettement, c'est lui qui a passé les pouvoirs à Hitler, et donc nous sommes fidèles à Hitler. Nous devons être loyaux envers Hitler. Avant 1934, il faut prendre la structure de l'Allemagne telle qu'elle est. Hitler, appelé au pouvoir, a besoin d'asseoir ce pouvoir. Et il va, Stéphane l'a bien dit, supprimer effectivement les partis, mais c'est beaucoup plus complexe parce qu'en réalité, il a besoin d'un événement extraordinaire, et l'événement extraordinaire, il arrive alors qu'il n'y a pas tellement pensé, que quelqu'un d'autre y a pensé, parce que tout a été ourdi par Göring, c'est l'incendie du Reichstag le 28 février. Et avec l'incendie du Reichstag du 28 février, on a vraiment le motif de quoi faire, de dire les communistes préparaient un complot. Toute la presse et les affiches dans Berlin disent il faut se libérer des communistes. Vous vous rendez compte, ils étaient en train de faire un complot, on avait l'Allemagne qui tombait aux mains des bolcheviks. Et le lendemain déjà du 28 février, eh bien, on a les arrestations qui commencent, et il y a un certain nombre d'Allemands qui arrivent à émigrer. C'est là où on a le premier mouvement, si vous voulez, d'émigration d'un certain nombre, ou bien de militants chevronnés, ou bien d'écrivains, cinéastes, peintres, etc., qui se produit. Pourquoi? Parce que étant donné que Berlin était social-démocrate, avait une administration social-démocrate, il se trouve que les commissariats avaient des listes, et les nazis se sont servis de ces listes, mais en même temps, il y a eu dans ces commissariats des appels au téléphone auprès des personnalités, Brecht, etc. Ils ont été prévenus, Brecht, Döblin, etc. Ils ont été prévenus, fichez le camp parce qu'on va vous arrêter. Bon. Le processus, c'est celui justement d'une mise à bas de toutes les structures de la République de Weimar, interdiction du Parti communiste, après interdiction des syndicats, interdiction du Parti social-démocrate, mais c'est beaucoup plus compliqué avec le Parti social-démocrate. Bon, et pourquoi il y a eu cette occasion qui a été saisie? Parce que tout simplement, il y avait bien une opposition qui se dressait, mais au fond une opposition, là encore, non organisée, puisque le Parti social-démocrate a refusé de participer à une grève générale qui avait été lancée par le Parti communiste. Ce qui fait qu'il y avait bien quelques manifestations, il y a eu des manifestations de rue, d'ailleurs. Il faut vous dire que il est appelé au pouvoir le 30 janvier, le 31 janvier, il y a déjà une soixantaine de communistes qui sont tués en plein Berlin. Parce que Göring a utilisé les sections d'assaut pour s'en servir comme police auxiliaire, au lendemain même de l'appel de Hitler au pouvoir. Ce qui fait que les SA, à travers cette police auxiliaire, eh bien, ils agressaient toutes les permanences communistes et tous les communistes qu'ils pouvaient trouver. Ça a été le premier mouvement. Et ensuite, très vite, il y a eu le vote en faveur de Hitler ou non, et
bon, il y a eu l'abdication extraordinaire, puisqu'on parle justement de la tradition conservatrice, c'est ce qui a expliqué qu'une résistance était très difficile à exister du côté des conservateurs disons, de la démocratie traditionnelle. Le Zentrum, qui était le centre catholique, alors qu'ils avaient eu quand même un leader, Matthias Erzberger, qui avait été assassiné en 1921 par déjà les groupes d'extrême droite, eh bien le Zentrum a abdiqué en donnant tous les pouvoirs à Hitler. Donc cette opération de tous les pouvoirs à Hitler a fait que, effectivement, tous ceux qui étaient plus ou moins récalcitrants simplement, hein, pouvaient être arrêtés. Ce processus a, évidemment, c'est prolongé, on passe, si vous voulez, par des étapes. Hein. Après, donc, j'ai dit, c'est la mort de Hindenburg, 1934. Bon. Après, bon, il va y avoir une nécessité quand même pour le Troisième Reich de s'installer et de ne pas trop faire de foin, parce qu'à l'étranger, le régime commençait à être mal vu, notamment parce que la répression, par exemple, les Juifs sont arrêtés presque aussitôt, c'est-à-dire les premières lois 34 contre les médecins juifs, vous ne pouviez plus, ils ne pouvaient plus exercer comme médecins, plus d'avocats juifs, pouvaient être avocats uniquement ceux qui étaient d'origine aryenne. Et là-dessus intervient évidemment en 1935 la loi, ce qu'on appelle les lois de Nuremberg, qui fait que tous ceux qui ne sont pas d'origine aryenne sont exclus de la vie publique. Donc vous voyez que c'est tout un processus à l'intérieur d'une répression terrible, parce que dites-vous que en 1934, au moment où il y a la mort de Hindenburg, il va y avoir l'ouverture du premier, en 1933, premier camp de concentration, avant le même 21 mars 1933. Premier camp de concentration ouvert à Dachau. Alors qu'est-ce qui se passe en 1934? Eh bien, il y a déjà 60 000 communistes arrêtés qui sont dans les camps de concentration. 60 000. Il y a un rapport de Wilhelm Pieck, l'un des dirigeants communistes, à l'international communiste à la fin de 1935, qui dit que sur les 419 dirigeants communistes, il y en a plus de 200 qui sont dans des camps de concentration ou dans des prisons, et il y en a une quarantaine qui ont quitté le Parti communiste parce qu'ils étaient ou bien en rupture dans l'idée politique, ou bien tout simplement parce qu'ils ne voulaient plus être réprimés. Et il y en a seulement 13. C'est intéressant, la résistance communiste. La base, effectivement, pour une partie, elle reste, mais les dirigeants n'existent plus. Il y a 13 dirigeants qui subsistent, qui vont essayer d'animer l'opposition à l'intérieur de toute l'Allemagne. Et ensuite, il y a la SAR, effectivement, tout ça, ça va encore diminuer le pouvoir d'influence de la récupération de la SAR par l'Allemagne, va encore diminuer l'influence des dirigeants communistes à l'intérieur de l'Allemagne. Alors, comment ça se passe? Il y a des résistants. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui peut-être d'ailleurs appartiennent à des organisations, fugitivement, qui essaient de faire quelque chose, de s'opposer par des tracts. C'est pour ça qu'on a trouvé tellement, par des petits journaux. Par exemple, j'ai très bien connu un écrivain à l'époque qui n'était pas très connu, d'ailleurs, les Allemands le connaissent, mais autrement non. Il a participé au mouvement de résistance en 1933-34. Et il a écrit un volume qui s'appelle Unsere Straße, notre rue. Ça fait penser tout à fait à Fallada.
c'est-à-dire notre rue, et quelles étaient dans Berlin les possibilités de résistance et comment ils pratiquaient à l'intérieur de leur rue. Et lui-même sortait un petit journal polygraphié. Alors voilà, c'était des formes de résistance au plus bas niveau. Mais effectivement, les organisations, qu'est-ce qu'il en était? Alors, en deux mots, parce que ce serait très long, en ce qui concerne la social-démocratie, le problème de la social-démocratie, c'est que la moitié, la moitié de la structure de la social-démocratie, d'abord le syndicat AVDB, a abdiqué en acceptant d'être intégré dans le Front du Travail qui était l'organisation nazie. Ensuite, 60 députés social-démocrates ont accepté de rester et de travailler à l'intérieur des structures du Troisième Reich. Tout le reste a été coupé. Il y a eu un parti social-démocrate qui a fonctionné dans la clandestinité et à l'étranger, qui s'est appelé la SOPAD. Bon. Et effectivement, donc, ça a gêné énormément la possibilité de faire des actions communes, une résistance vraiment organisée. Et il faut vous dire aussi, parce qu'on parle souvent de ce leader social-démocrate en expliquant que lorsqu'il a fait le discours donnant les pleins pouvoirs à Hitler, il a été l'un des premiers à publiquement être hostile, montrer l'hostilité du Parti social-démocrate, notamment à Hitler. C'est Otto Wels. Mais le problème, c'est que l'habileté des nazis était extraordinaire. Il y avait non seulement la Gestapo, etc., mais il y avait aussi la possibilité de payer. Et là, à propos de l'armée, ils en ont payé, les nazis, des officiers, pour que justement ils soient fidèles. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à un certain nombre de députés ou de dirigeants social-démocrates, c'est Göring qui a manigancé l'affaire, il a proposé que ces gens aillent à l'étranger, notamment au congrès de l'Internationale socialiste, à Genève à l'époque, hein, et il les a envoyés pour qu'à l'étranger, on ferme sa bouche devant ce qui se passait en Allemagne. Et Otto Wels y est allé. Alors qu'il avait fait ce discours pour refuser les pleins pouvoirs à Hitler. Bon. Bon, ça vous donne déjà, je pense, une vue assez complète. Je voudrais quand même soulever une petite chose qui, moi, m'a frappé dans les travaux que j'ai pu faire. Ce pouvoir extrêmement brutal, extrêmement organisé, avec un système de répression incomparable par rapport à d'autres expériences, il semble quand même à beaucoup de périodes sensible à tout mouvement dans l'opinion. Je pense par exemple à ce qui se passe autour de la nuit de cristal, où visiblement, non pas forcément par sympathie pour les victimes juives de la nuit de cristal, le 9 novembre 1938, il y a, selon la Gestapo, des réactions défavorables dans le public allemand. Essentiellement, d'ailleurs, si j'ai bien compris, la peur que ça porte atteinte à l'image de l'Allemagne à l'étranger, qui est un souci pour le régime. De la même manière, il va y avoir quelque chose de plus étonnant, parce que là c'est d'une certaine manière une victoire, c'est l'affaire des malades mentaux. C'est-à-dire quand le Troisième Reich se met à génocider les malades mentaux, d'une manière massive, hein, on a 100 000 morts sur 300 000 malades mentaux, en l'espace d'un an et demi à peu près, de la guerre, disons, septembre 39 jusqu'à août 41, et évidemment l'extermination des malades mentaux pour une bonne partie par le gaz. Hein, ça précède les chambres à gaz, c'est des systèmes de bus dont les pots d'échappement sont reliés par un caoutchouc à l'intérieur et on fait mourir les gens pendant, ça dure des heures, hein, c'est une chose absolument atroce.
Ça soulève énormément de réactions, notamment parmi les chrétiens, et un certain nombre de dignitaires des églises, je pense en particulier à von Galen, si je me rappelle bien, prennent position en chair contre ce génocide. Et le génocide s'arrête, en tout cas officiellement. Il s'arrête. Il continue en fait, mais pas de manière officielle. Troisième exemple, certainement, j'allais dire Rosie, mais ce serait une mauvaise plaisanterie puisqu'il s'agit de la Rosenstrasse, la rue des Roses, à Berlin. Bon, cette affaire est moins claire que le film qu'on a vu en France de Margarete von Trotta nous l'a montré. Mais quand même, c'est incroyable que ces manifestations qui se tiennent à Berlin juste après Stalingrad, sans doute le lien des deux qui l'explique, amènent le régime, et Goebbels en particulier, à libérer toute une série de juifs qui ont été arrêtés parce que leurs femmes, entre autres, ont manifesté pour leur libération. C'est-à-dire, il y a des périodes comme ça, on pourrait continuer, hein, où on sent ce régime surpuissant, extrêmement attentif et inquiet au moindre murmure, quoi, j'allais dire. Est-ce que c'est exact, Stéphane? Oui, c'est exact. Et c'est aussi aujourd'hui, pour nous, parfois un peu difficile à comprendre par rapport à tout ce qui se passe quand même pendant cette période. Est-ce que c'est dû parce que chacun a son juif à lui qu'il aime protéger? Est-ce que c'est parce que ce sont des enfants mentaux, des malades mentaux, des enfants d'une famille qui a une certaine relation, qui a une certaine... Ça veut dire que c'est très très difficile vraiment d'expliquer ces différents types de réactions. Mais par contre, il faut aussi se rappeler, dès la création pratiquement du gouvernement, c'est quelques mois plus tard que Hitler investit Goebbels en tant que ministre de la propagande et il essaye pratiquement de travailler en faveur d'un certain esprit de la population. Parfois ça marche pas. Et Goebbels est très sensible. Et à partir du moment où on a découvert ces journaux dans les années 90 dans les archives à Moscou, on s'est aperçu que pratiquement c'était un souci dès le début jusqu'à la fin. Comment est-ce qu'on peut mettre pratiquement le public allemand sur un même niveau? Et à partir de 1941, c'est clair que Goebbels commence aussi à réfléchir à tous les crimes qu'on est en train de commettre sur le front de l'Est. Il faut qu'on en profite pour faire comprendre aux Allemands, vous n'avez aucune chance d'y échapper, parce que là, ce sont des choses qui se sont passées. Ça veut dire qu'il travaille là-dessus. Et parfois, lorsqu'il s'aperçoit qu'à un certain moment donné, ça pose problème, alors on est souple. Mais ça ne change pas du tout le cap. Ça, c'est pratiquement jusqu'à la fin, toujours son idée. À ce moment-là, il faut peut-être prendre un peu de recul, mais à long terme, il faut rester dans cette perspective, il faut trouver peut-être d'autres techniques, d'autres approches, mais on ne change pas de cap. Pour ajouter une chose qui m'a frappé, c'est que quand les grands bombardements des villes allemandes par les Alliés commencent, petit à petit, raconte Goebbels, la rumeur se répand que c'est la punition pour les crimes commis à l'Est. Et Goebbels utilise la rumeur pour dire, voyez, on ne vous le pardonnera pas, il n'y a pas d'échappatoire. C'est-à-dire, il y a une espèce de finesse du régime dans sa manière de gérer son image, qui est loin des préjugés qu'on a sur ce... Enfin, on pense à un régime monolithique, brutal, incapable de bouger. En fait, il est beaucoup plus mobile qu'on ne pense, même si la répression reste son arme majeure. Lionel ? Oui, tu as parlé de recul. À certains moments, il y a des reculs, effectivement, des institutions nazies. Parce que je crois qu'il ne faut pas réduire l'Allemagne nazie à Hitler. Il y a des structures, la Gestapo, mais il y a surtout un réseau de surveillance absolument extraordinaire, les services de sécurité.
Les services de sécurité sont à l'écoute absolument de tout ce que pensent et ce que font les Allemands. Les rapports sont absolument extraordinaires. Par exemple, vous avez le nombre même de spectateurs qu'il pouvait y avoir à certains films. Donc tout était enregistré et les conséquences en étaient tirées. Pourquoi il y a une impossibilité presque de mener une résistance, j'aime bien, organisée? Parce que le régime obtient des succès en disant « nous voulons la paix ». Le problème, c'est que les dirigeants des démocraties libérales se sont fait coincer absolument comme des enfants. Tout le monde savait que l'Allemagne réarmait, puisque déjà il y avait un réarmement clandestin de l'Allemagne sous la République de Weimar, qui ne devait avoir que une armée de 100 000 soldats. Tout le monde le savait. Le gouvernement de Hitler affirmait qu'il était pour la paix. En réalité, la guerre était préparée. Et en faisant marcher les usines pour les industries d'armement à 100%, comme l'a demandé Hitler, à 100%, eh bien évidemment, déjà en 1935, le chômage était devenu très bas. Dites-vous qu'on part d'un chômage de 6 millions d'habitants en 1933. C'était extraordinaire, les familles n'avaient plus rien à manger, c'était des queues immenses devant les bureaux de chômage. Et en 1935, les Allemands sont contents, ça marche. 1933, aux élections du 5 mars 1933, les dernières élections, 43,9% de suffrage pour Hitler. Mais à ces 43,9% de Hitler, il faut ajouter les voix des conservateurs. Et en fait, il a une majorité d'environ 52-53%. À 52-53%, ils peuvent travailler ce qu'ils appellent imposer aux Allemands la vision nationale socialiste du monde. C'est pourquoi il y a un ministère pour l'éclairement du peuple et de la propagande. Le terme est extraordinaire. Le terme inventé par les nazis, par Goebbels lui-même. Aufklärung, c'était les philosophes des Lumières. Les philosophes des Lumières, ça devient l'éclairement du peuple. Bon, tout ça est manigancé, préparé, et effectivement, en 1935, eh bien, le nombre d'insatisfaits parmi les Allemands est réduit. Et il va y avoir les succès successifs de Hitler sur le plan militaire. Enfin, militaire, disons, l'annexion de l'Autriche, la Tchécoslovaquie. Bon. Et donc, on peut dire, si vous voulez, qu'à la veille de la guerre, Hitler a à peu près les 2/3 des Allemands, la majorité du peuple allemand, en sa faveur. Donc voilà. Donc, en ce qui concerne maintenant les événements que tu as signalés, en réalité, le gouvernement de Hitler et tous les nazis qui sont parmi les dirigeants sont des pragmatiques extraordinaires, qui négocient sur des deux côtés quand c'est nécessaire. Premièrement, le problème des églises. Il y a le fameux concordat, mais il y a aussi l'installation voulu par Himmler et autres, d'une église qui serait une église nationale-socialiste, avec les cultes germaniques, etc. Mais Hitler et son entourage sentent bien que ça ne peut pas marcher, parce qu'à 90% des Allemands, ils sont ou bien catholiques ou bien protestants. Donc il faut revenir en arrière. Le problème de Monseigneur Galen, c'est une histoire de... Bon, écoutez, il a... d'un point de vue éthique. Il a protesté, évidemment, contre la suppression d'individus qui, au fond, avaient le droit d'exister. Ils avaient été des créatures de Dieu, exactement comme les autres. Et donc, la campagne de Monseigneur Galen a été très efficace, puisque les nazis n'ont pas voulu se couper, effectivement, de tout un électorat catholique. Mais quand vous lisez les textes de Galen, ces homélies en chair, mais c'est absolument extraordinaire.
c'est-à-dire qu'il était anti-bolchevique, vive que Hitler gagne en Russie. Il était pour les franquistes en Espagne, etc. C'est-à-dire, il est intervenu pourquoi? Il est intervenu pour sauver l'Église. C'est tout. C'est pour ça que le mouvement d'opposition, il ne pouvait pas exister. Il ne pouvait pas exister parce que tout simplement, il démobilisait les catholiques qui voulaient résister. Les catholiques qui ont résisté, c'est une fable aussi, l'histoire de la résistance religieuse, parce que aucune structure hiérarchique à l'intérieur des églises catholiques ou protestantes n'a pris position contre Hitler. Mais il y avait, et ça, admirons leur courage, d'accord, il y avait des catholiques, des prêtres, etc., il y avait des pasteurs protestants, Niemöller par exemple, qui après avoir bien réfléchi est entré dans la résistance, bon, qui se sont vraiment absorbés dans une tâche de résistance. Et il y avait là, effectivement, déjà la structure d'un réseau à travers ces églises. Le pragmatisme faisait qu'ils sont revenus de la même manière sur l'histoire de la Rosenstrasse, quand les femmes qui étaient mariées à des Allemands dits d'origine juive, ces Allemands d'origine juive étant enfermés dans des camps, et les femmes ont protesté dans la rue, la fameuse Rosenstrasse, pour faire libérer leurs maris. Le problème, c'est que ça se passait au lendemain de Stalingrad, et quand on lit justement le journal de Goebbels, on s'aperçoit qu'il y a là une mesure qui est justement tout à fait pragmatique, c'est qu'il ne fallait absolument pas qu'il y ait de troubles à ce moment-là à Berlin, parce que déjà les armées étaient engagées et Stalingrad c'était un sacré échec, et alors le mouvement risquait de faire tache d'huile. Et quand on prend absolument tous les reculs en arrière, ce sont des reculs en arrière pour mieux sauter, pour réorganiser ce qu'il fallait, pour de mieux en mieux organiser la répression, et pas seulement la répression, c'est-à-dire organiser la vision nationale socialiste du monde. Parce que ce qu'ils ont fait, par exemple, pour la jeunesse, c'était absolument extraordinaire, l'enrôlement dans la jeunesse, l'enseignement, etc., etc. Bon, les dénonciations. Il y a eu un scandale dans les années 60, je ne sais pas, vous avez évoqué les années 60, un journaliste qui était relativement connu, l'histoire est ressortie, tout simplement, on a dit c'était un nazi, il avait dénoncé sa cuisinière, tout simplement parce qu'elle avait grommelé un jour, ah oui, on ne peut pas avoir de ça et ça pour manger, etc. Il avait dénoncé, et elle avait été arrêtée, elle est passée par le camp de concentration. Donc, si vous voulez, le moindre mot, c'est pour cette raison que l'affaire Falada, là, enfin, est intéressante, c'est-à-dire la moindre carte, le moindre petit billet, etc., c'était déjà une forme de résistance. Merci Lionel. On va peut-être vous passer la parole. Il nous reste une bonne demi-heure. Peut-être encore une petite remarque. Une remarque, volontiers. Parce que là, si on parle de la propagande qui a réussi, il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord. Et à ce moment-là, ils ont la difficulté, mais comment est-ce que moi, je peux me manifester? Et ça, c'est le cas qui est présenté ici dans cette pièce. Ça veut dire les gens, en tant qu'individus, essayent de faire quelque chose. C'est la même chose, la même idée au début pour la Rose Blanche. Là aussi, on est conscient que ça va dans un mauvais sens, il faut faire quelque chose. Alors chacun pour soi essaye à ce moment-là de faire quelque chose. Sur les différents niveaux, à chaque moment, c'est pratiquement un déclic qui est plus ou moins la réaction à cette propagande constante qui essaye, en principe, de faire tout le monde réagir de la même manière. Et c'est pour cela qu'il y a, dans tous les différents niveaux, toujours des gens isolés qui, d'une manière ou d'une autre, commencent à réagir. Stéphane. Censuré, ça veut dire en fait, Falada, tout de suite après la guerre, a été engagé par Becher, qui était le chef pratiquement du service de culture de la RDA, de la future RDA. Dans sa maison d'édition en tant qu'auteur, c'est de l'Aufbau Verlag. Et à ce moment-là, Becher avait trouvé ce dossier juridique qui expliquait un peu le cas de cette couple.
Et il a demandé à Falada d'écrire un manuscrit là-dessus. Falada, qui était malade, avait du mal à finir son texte. Et la maison d'édition, ensuite, a pratiquement rédigé le manuscrit. Ça veut dire que ce n'est pas une solution, une censure, c'est vraiment à l'époque tout simplement une idée, mais sous quelle forme est-ce qu'on peut publier ça? À partir du moment où le roman a eu un tel succès avec la version anglaise, je crois, aux États-Unis en 2011, on s'est aperçu du côté du Aufbau Verlag qu'on a encore l'original. Et dans ce cas-là, c'était l'idée tout simplement de revenir sur l'original pour donner accès à pratiquement un texte qui a été non adapté, mais vraiment le texte de l'original. Ce n'est pas une censure. Lionel, quelle différence il y a entre les deux versions? Il y a 176 pages de différence. Bon, premier élément de réponse. Falada, ses romans ont continué à être lus sous le Troisième Reich. J'ai lu sur Internet qu'il avait été unerwünscht, non désiré, littérature indésirable, et notamment à l'étranger. Figurez-vous que vous n'avez qu'à consulter le catalogue de la Bibliothèque nationale et vous apercevez que si Falada est devenu un peu connu en France, c'est parce que à peu près 8 de ses romans ont été publiés entre 1939 et 1945. Et il a été, l'un d'eux a été même préfacé par cet éminent collaborateur, Alphonse de Chateaubriand. Bon. Falada n'était pas du tout nazi. Mais il a essayé un peu de s'adapter en acceptant des contrats de films qu'on lui proposait. Et il a essayé un peu de s'adapter parce que tout simplement il avait une vie extrêmement difficile, il était morphinomane, etc., alcoolique, enfin bon. À la fin de la guerre, il avait divorcé peu de temps avant la fin de la guerre, il avait 2 enfants avec sa première femme, sa deuxième femme était elle-même morphinomane, enfin bon, c'est une histoire compliquée, l'histoire de Falada. Hein. Et maintenant on arrive à la politique culturelle, non pas de la RDA, mais de la zone d'occupation soviétique. La zone d'occupation soviétique, il y avait donc à Berlin un organisme qui a rayonné sur toute la zone et même aussi à l'époque sur les zones occidentales qui s'appelait le Kulturbund, la Ligue culturelle, la Ligue pour la culture. Becher, qui était un poète expressionniste des années 20, qui était devenu communiste et avait la responsabilité de cette Ligue culturelle. Et évidemment, devant le désert qu'était la culture allemande en 1945, sa politique a été d'aller chercher des écrivains qui appartenaient à une forme d'émigration intérieure. Vous voyez, Falada, on pouvait dire, c'était un émigré de l'intérieur. Il n'acceptait pas le nazisme, mais il a continué quand même à avoir des livres qui étaient lus. Mais il est allé trouver donc notamment Hauptmann qui s'était compromis avec tous les régimes. Gerhard Hauptmann, vraiment écrivain éminent de l'Allemagne, pour essayer de travailler avec lui. Et il est allé voir Falada. Et il lui a dit, Falada a d'abord refusé de travailler sur un dossier. Et puis il lui a proposé ce dossier par l'intermédiaire de l'autre fondateur de cette revue qui s'appelle Sinn und Form, qui s'appelle Paul Wigler, qui avait émigré en France, qui a été l'un des responsables justement de la publication du livre brun. Hein? Wigler, il travaillait, il allait à Strasbourg, et quelqu'un d'éminent également, oublié parce qu'il n'a pas publié grand-chose. Et Wigler a travaillé donc sur l'écrit même, le typoscrit de Falada. Et dites-vous qu'il a écrit ça en à peine un mois, hein, en octobre 1946, un peu plus de 3 semaines, extraordinaire. Mais il n'a pas étudié le dossier jusqu'à la fin, puis il y avait des aspects justement qui pouvaient être discutés. Il a changé un nom. Il a changé par exemple Borkenstein. Le nom de Borkenstein, c'était en réalité Barkenstein. Il a été rétabli dans la nouvelle version. Pourquoi? Personnellement, je pense parce qu'il y avait un communiste assez connu qui s'appelait Barkenstein. C'était quand même un peu gênant. Et
d'autre part, il y a un chapitre particulièrement, le chapitre 17, qui ne convenait pas pour les problèmes politiques, notamment de la vision politique. Parce que, si vous voulez, ce sont des individus que l'on a à travers ce roman. Falada est le roman des petites gens. C'est le roman des gens qui ne s'engagent pas, qui réagissent uniquement par sentiment. Bon, ce couple perd son fils dans la campagne de France. Il meurt en 40. Eux-mêmes, bon, ils sont plus ou moins des gens qui ont été ce qu'on appelle des complices un peu avec le Troisième Reich, bénéficiaient de l'association des femmes allemandes, etc., etc. Et à ce moment-là, tout s'effondre. Ils ont perdu leur fils et ils vont faire de la propagande anti-nazie. Et dans ce chapitre 17, il est question notamment aussi du Parti communiste. Alors évidemment, c'est très difficile puisque d'abord Falada ne connaissait rien au Parti communiste et d'autre part, il était question notamment d'un personnage qui était censé appartenir à une cellule et la cellule ne pouvait absolument pas fonctionner de cette manière-là. Et donc ils ont caviardé le chapitre 17. Et à la chute du mur, évidemment, toutes les archives de la RDA ont été accessibles. Et notamment les archives de Aufbau et les archives du Kulturbund, de la Ligue culturelle. Et à ce moment-là, évidemment, on a découvert la première version, la version authentique, écrite, corrigée par Wigler. Et les éditions Aufbau ont à ce moment-là décidé de publier cette version. Maintenant, j'ajoute une chose quand même qui est importante. Ah oui, tu m'arrêtes. Non, c'est important parce qu'on voit le jeu, au lieu de miser, si vous voulez, sur un écrivain, bon, un écrivain qui a une certaine réputation. Moi, je ne suis pas un très grand admirateur du style de Falada, hein, mais enfin, il a une certaine réputation et c'est intéressant ce qu'il écrit. Eh bien, au lieu de miser uniquement sur le titre, Jeder stirbt für sich allein, ça veut dire, si vous voulez, on ne meurt qu'une fois. On ne meurt qu'une fois. Ces gens, ils vont jusqu'au sacrifice, on ne meurt qu'une fois. Au lieu de miser là-dessus, on a fait une première traduction en 67 chez Plon, sous le titre Seul dans Berlin, qui n'a pas marché du tout. Pas du tout. En 2007, Gallimard la reprend, et le même texte, hein, à peine corrigé en ce qui concerne les détails de la traduction, et ça marche. Pourquoi? Berlin. Et du coup, si vous voulez, ben oui, ça a fonctionné comme ça aux États-Unis, hein, bien sûr, c'est le Goodbye Berlin de Isherwood, écrit en 1939, c'est Berlin. Et du coup, si vous voulez, Olivier Rubinstein, de Noël, a fait faire une nouvelle traduction de ce roman quand il a su qu'il y avait une deuxième version. Et vous avez donc en livre de poche la version expurgée, qui est l'ancienne version Gallimard, et vous avez aux éditions de Noël la version complète avec le chapitre complémentaire. Merci. Merci beaucoup Lionel. C'était la première question. En ce qui concerne les catholiques, vous évoquez le nom vraisemblablement de Monseigneur Faulhaber. C'est lui qui est justement le représentant des catholiques en Bavière à l'époque. Mais s'il a effectivement été monarchiste, vous avez raison, il a été un peu contre les décisions de Hitler, mais surtout il est resté toujours antisémite. Hein. Bon, il n'a guère aidé non plus à organiser une résistance anti-nazie. Bon, maintenant, les protestants, en ce qui concerne l'action T4 là, de suppression, vous savez, le problème de l'hygiénisme, qui est devenu eugénisme, c'est-à-dire la suppression des malades mentaux,
a été posé ce problème depuis à peu près la fin du 19e siècle. Beaucoup de pays, même aux États-Unis, ont été attirés justement par cette idée de purifier, disons, des problèmes de santé. En Suède, il y a eu un scandale encore il y a une dizaine d'années à ce propos. Et donc, l'entourage de Hitler, qui comprenait effectivement, vous avez raison, beaucoup de médecins nazis. Le mari de sa meilleure amie des années 30 était un médecin qui a été à l'origine de l'action T4. Hein? Donc, l'action a été coordonnée au nom de quoi? Je crois que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que l'idée des nazis, c'était de parvenir à une purification. Une purification, donc les juifs corrupteurs, il fallait purifier la nation allemande, et tous les malades, il fallait les enlever pour avoir un organisme fort. D'où effectivement aussi le développement de la gymnastique. Dites-vous par exemple le premier père, parce que c'était lié aussi au militarisme, hein. Le père de la gymnastique en Allemagne, c'était un nationaliste au 19e siècle, il s'appelait Jahn, Friedrich Ludwig Jahn. Il était l'un des premiers nationalistes allemands. Donc il y a plein de plaquettes qui ont été publiées sur Jahn, d'ailleurs sur le Troisième Reich, en hommage à Jahn. Donc tout ça c'est lié, c'est difficile, c'est extrêmement complexe, parce qu'il y a même, si vous voulez, eu des scandales tout récents, il y a 2 ans, de gens qui avaient été mêlés à cette action T4 et qui étaient devenus professeurs de médecine largement après la guerre. Ils ont pris leur retraite dans les années 80. Dans les années 80. Stéphane? Bon, il faut aussi savoir que nous sommes là aussi dans un esprit qui, au début du XXe siècle, est un peu partagé partout. Ça veut dire là, la médecine est toujours en train de marcher en avant. Ça veut dire là, on n'a pas encore cette idée qu'il y a aussi une certaine responsabilité. Tout, d'une manière ou d'une autre, semble être permis. Du côté des médecins allemands, c'est aussi un peu le résultat d'un certain nombre d'expériments qu'ils ont fait dans leurs propres colonies. Ça veut dire ceux qui ont été médecins exerçant dans les colonies au XIXe siècle, leurs élèves, entre guillemets, sont Mengele et un certain nombre d'autres gens qui sont devenus fameux d'une manière ou d'une autre célèbres. Ça veut dire là, il n'y a pas encore cette réflexion, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est la même chose comme pour les physiciens qui, avec la découverte de l'énergie atomique au début, sont plus ou moins pratiquement en euphorie, et à partir du moment où on découvre que ça peut aussi devenir une menace, à ce moment-là, on commence à réfléchir. Mais à cette époque, dans les années 30, on est encore dans une autre mentalité. Le pacte germano-soviétique, de façon globale, a produit sur les communistes en Europe des discussions qui ont été à l'origine de fractures. Et en ce qui concerne les communistes allemands, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a une partie des communistes, notamment émigrés à Paris, qui ont fait scission. Et c'est l'un des grands drames, justement, des représentants les plus importants du Parti communiste qui étaient dans l'émigration, puisque Willy Münzenberg était le chef de la propagande pour tout l'Ouest européen communiste. Vous savez, Münzenberg, il avait un génie extraordinaire de la presse, du cinéma. Il a été l'un des premiers à utiliser une propagande communiste moderne. Il est le créateur du magazine illustré Eitzet, Arbeiter Illustrierte Zeitung, où l'on trouve absolument toutes les photos modernes de l'époque. Il a publié Artfield, etc., les photos montables. Donc, il était l'animateur de ce mouvement. Il a publié justement le livre brun. Il avait monté une maison d'édition à Paris qui s'appelait les éditions du Carrefour, anti-nazi, et il a rompu
avec l'Union soviétique et notamment avec Staline. Il a écrit un texte délirant mais extraordinaire contre Staline où il dit justement le scissionniste c'est toi, Staline, ce n'est pas moi. Le coupable c'est toi, ce n'est pas moi. Et il a à ce moment-là monté un journal qui était un journal justement essayant, mais les résistances étaient très fortes, de rassembler l'ensemble des opinions de gauche pour lutter contre le nazisme. Bon, la fin de Münzenberg, j'en parlons pas, il était trouvé pendu à un arbre un jour. Beaucoup on s'est interrogé, est-ce qu'il a été pendu par le GPU? Mais les conclusions quand même les plus récentes, c'est qu'il s'est pendu lui-même, bien que tout son entourage ait dit qu'il n'était pas dépressif. Mais Le cercle de Kreisau, c'est en fait une propriété en Silésie qui était en possession du comte Helmut von Moltke, qui a réuni dans cet endroit, mais aussi dans d'autres endroits à Berlin, etc., qui a réuni ou groupé un certain nombre d'amis sous forme d'un cercle de discussion. C'était beaucoup plus des gens ouverts, ça veut dire aussi bien des conservateurs, des sociodémocrates. Ils ont pris des contacts aussi, bien sûr, avec, à un certain moment avec Goerdeler et avec les anciens élites. Mais c'était surtout l'idée, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer pour une future Allemagne? Et dans ce cas-là, on a envisagé un certain nombre de programmes. Goerdeler qui avait déjà, avec Ludwig Beck, préparé sous forme de aide-mémoire un certain nombre d'idées. Ces idées ont été discutées dans ce cercle. Et ça, c'est un peu la difficulté. Ces réunions ont été, à partir d'un certain moment aussi, supervisées par la Gestapo. Et c'est pour eux, à chaque fois, lorsqu'un des membres de ce cercle a été soit arrêté ou tué par un bombardement aérien, ça les a gênés dans leurs différentes actions. Mais c'est grâce à ces différentes discussions que les idées de la résistance se sont de plus en plus concrétisées. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Est-ce qu'il faut organiser un attentat? Est-ce qu'on a le droit de tuer le tyran? Ça veut dire là, toutes ces idées ont plus ou moins été discutées, qui avant étaient plus ou moins une idée de 2 ou 3 hommes. Maintenant, c'est devenu presque un programme. On a établi aussi une liste avec les noms des candidats pour les différents postes qu'il fallait occuper à partir du moment de la disparition d'Hitler et de son régime. Ça veut dire Goerdeler en tant que chancelier, un autre, Trott von Solz par exemple, pour ministre des Affaires étrangères, etc. Malheureusement, toutes ces discussions ont été, comme c'est le cas des Allemands, à chaque fois aussi notées. Pour la Gestapo, c'était assez facile ensuite de pratiquement, non seulement à partir du moment où ils ont récupéré les notes, de retrouver ces différents acteurs. Ils ont tous été arrêtés, jugés et pendus. Jusqu'au dernier jour de la guerre, la plupart des membres de ce cercle, aussi bien que ceux qui étaient en contact avec eux, ont été poursuivis et la plupart d'entre eux n'ont pas survécu. Il n'y a que 2 ou 3 qui ensuite ont fait carrière dans la RFA, comme Eugen Gerstenmaier, qui est devenu le président du Bundestag pendant une quinzaine, presque vingtaine d'années. Mais tous les autres, malheureusement, à ce moment-là, n'étaient plus là. Ça posait un problème pour la première phase de l'histoire de la RFA, parce que d'une part, on s'est basé sur un certain nombre d'idées qui ont été lancées dans ce cercle, mais on n'avait plus les acteurs qui les ont pratiquement mis en route. C'est vrai que la propagande nationale-socialiste a bien fonctionné pendant ces mois entre le 30 janvier et le 5 mars. Mais par exemple, les communistes étaient encore éligibles, malgré le fait qu'aucun des députés ensuite avait le droit d'accéder au Reichstag au moment du fameux vote Ermächtigungsgesetz, etc.
Ça veut dire là, c'est aujourd'hui pour nous, pour les historiens, c'est une difficulté, mais lorsqu'on voit le résultat avec 43% en faveur des nationaux-socialistes, ça veut quand même dire que cette action de propagande n'a pas marché. Les plus hauts chiffres, c'était je crois en 32, et déjà il y avait plusieurs élections en 32, deuxième élection en 32, ils étaient déjà en nette descente. Et c'est aussi une des raisons pourquoi Hitler, en janvier 1933, a accepté de devenir chancelier d'un gouvernement qui était plus ou moins un gouvernement de coalition. Il n'y avait que 3 ministres national-socialistes dans ce gouvernement. Mais ce qui était essentiel, les ministères clés, c'était le ministère de l'Intérieur, ça veut dire c'était Frick, c'était au niveau du Reich, et le ministre au niveau de la Prusse, qui représentait quand même 80% du territoire du Reich, c'était Göring. Et ces deux contrôlent la police et toute l'administration à l'intérieur. Ça veut dire la prise du pouvoir ensuite, grâce à ces deux ministres, était pas chose facile, mais une opération qui était faisable. Et lorsqu'on voit toute cette constellation, on s'étonne que malgré tout, cette préparation en faveur des élections du 5 mars, en faveur des national-socialistes, ça n'a pas marché. Ça veut dire, on peut dire que les Allemands, à ce moment-là, n'étaient pas à 100% national-socialistes. Ce sont quand même les dernières élections auxquelles on peut à peu près se fier. C'est-à-dire qu'effectivement, l'influence de la propagande a été sans doute déterminante, mais tous les partis ont pu présenter des candidats. Et on a quand même les réactions négatives des nazis, comme le dit Stéphane, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout satisfaits du score obtenu. Ce qui veut dire que tout de même, la moyenne de 43% est à peu près valable et elle est reconnue par tous ceux qui ont travaillé, les historiens qui ont travaillé sur les élections à l'époque du nazisme. En ce qui concerne les intellectuels en Allemagne, à l'époque évidemment du Troisième Reich, il faut vous dire qu'une grande partie était déjà dans l'émigration. Sont restés surtout des techniciens. Des techniciens, je veux dire, des gens, des spécialistes compétents dans leur discipline et qui étaient apolitiques. Et qui ont servi le régime. Leni Riefenstahl en est un bon exemple comme cinéaste. En ce qui concerne les chansons, mais la propagande faisait qu'à la radio, on n'écoutait plus que les chansons nazies. Donc comment vouliez-vous que les chansons, disons, révolutionnaires puissent fonctionner? En réalité, les nazis, ils ont été très habiles. Ils ont utilisé la musique des chansons révolutionnaires, ils y ont mis d'autres paroles. Voilà. Bon, la résistance des intellectuels, autrement, ça a été bon, qu'ils ont abouti très vite au camp de concentration et que certains, ou bien en ont été libérés au bout d'un an, Ludwig Renn par exemple, enfin des romanciers, et puis les autres ont émigré quand ils l'ont bu. Mais il n'y avait pas. On a par exemple perverti cette chanson qui s'appelle Lili Marlène. C'est toute une histoire. Bon, on a fait une émission à la télévision. Et donc, Lili Marlène, c'était pas du tout une chanson nazie. C'était écrit par un poète de la guerre 14-18. Et il a ajouté une strophe, la première strophe, pour que ça devienne à peu près cohérent avec l'époque. Et puis, elle a été utilisée. Et est utilisé jusqu'à être chanté par les commandos de soldats nazis. Voilà. Les déserteurs, il y a deux phénomènes. Ça veut dire d'abord, vous êtes obligé de faire votre service militaire. Les témoins de Jéhovah ont refusé. Et c'est pour cela que la plupart d'entre eux ont été soit condamnés à mort ou moins condamnés à plusieurs années de prison. Il y a aussi des déserteurs vers la fin de la guerre, et là l'Allemagne, je crois, à peu près a exécuté entre 20 et 25 000 soldats allemands qui ont déserté. Pour vous donner une chiffre du côté des Américains, c'est un seul qui a été
exécutés pour des actions, en fait, des actions dans la Deuxième Guerre. En ce qui concerne la résistance passive, ou plutôt la résistance dans les différents pays occupés, c'est difficile si c'est un attentisme ou si c'est de la résistance. Au début, c'est parfois tout simplement on essaye de s'arranger. À partir du moment où on s'aperçoit que ça donne un certain sens d'une manière ou d'une autre de faire obstruction, on essaye. Mais c'est, à mon avis, c'est plutôt limité jusqu'au moment où ça devient clair que l'Allemagne va perdre la guerre. Ça veut dire, en fait, ici en France, par exemple, les Français sont obligés de faire un choix à partir de 1942 avec la première loi sur la STO, et surtout à partir du moment des échecs militaires du régime, c'est en Afrique du Nord en 1943. Ça veut dire avant, c'est très très difficile. On voit l'évolution de la résistance ici en France entre 1940 et 1942, c'est très lent. Ça devient un mouvement, pas de masse, mais un mouvement de beaucoup plus d'engagement à partir de 1943. Ce sujet recoupe l'intérêt qu'il y a à ces marginaux que l'on a appelés Edelweiss pirates. Il y a actuellement encore en Allemagne discussion, étaient-ils des résistants ou non? Certains ont fait des procès dans les tribunaux parce qu'ils veulent être reconnus absolument comme résistants. Alors ce sont des jeunes qui, de ville en ville, le mouvement il a commencé dans la région de Cologne et il a essaimé un peu dans toute l'Allemagne jusqu'à Hambourg. Ce sont des jeunes qui, à l'âge de 16 ans à 19 ans, 20 ans, refusaient d'être embrigadés dans la jeunesse hitlérienne, écoutaient le jazz, s'habillaient de façon originale, se laissaient pousser les cheveux, etc. Et en fait, il y a des rapports du service de sécurité, le SD, assez extraordinaires. Qu'est-ce qu'on va en faire, comment les isoler, etc. etc. Et on dit à peu près, mais je crois que le chiffre est quand même exagéré, c'était donc à la fin de la guerre, ça, hein, Stéphane a raison, à partir de 1943 à peu près, il serait une centaine de milliers, mais je crois que quand même le chiffre est un peu exagéré. Merci Lionel, merci Stéphane, merci à vous.